Bonjour, merci à vous d'être au 104 pour cette nouvelle session consacrée à cette question. Les médias ont-ils besoin d'une raison d'être? C'est une question en fait qui irrigue toute cette journée à Médias en scène et toutes les interrogations autour du rôle, de la responsabilité, de l'engagement des médias, de la défiance aussi dont ils font parfois l'objet. On va pouvoir réfléchir à ce sujet pendant une trentaine de minutes avec vous et avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir. On va commencer par les dames. Nicole Notat, vous êtes présidente de l'agence de notation sociale Vigéo. Lucie Budet, vous êtes la cofondatrice de Combini. Et puis avec nous également Pierre Louette, le PDG du groupe Le Parisien Les Échos, un des instigateurs de Médias en scène, et Thierry Jadot du groupe de communication Dentsu. Peut-être, Nicole Notat, on pourrait débuter avec vous, puisque vous êtes co-auteur d'un rapport qui est à l'origine justement de cette notion de raison d'être, qui permet aujourd'hui aux entreprises d'inscrire une raison d'être à leur statut. Pour rentrer dans le sujet, de quoi parle-t-on précisément? Qu'est-ce qu'on entend par raison d'être? Bonjour. Alors en effet, on a été amené avec Jean-Dominique Sénard à réfléchir à la place et au rôle de l'entreprise. Alors on parlait plutôt pour le gouvernement qui nous a donné cette mission de la grande entreprise qui est confrontée dans un monde, dans des écosystèmes aujourd'hui qui interpellent d'une certaine manière. On va y venir, sa raison d'être, mais en tout cas, l'idée que l'on se fait historiquement de l'entreprise et de qui elle sert. Je vais vite, mais vous savez sûrement que le capitalisme financier a fait que les entreprises ont une grosse obligation de maximiser la valeur pour l'actionnaire. Vous savez sans doute aussi qu'à l'origine de la création d'une société, car le mot entreprise n'existe pas dans notre code civil, mais disons d'une entreprise, il y a bien sûr en 1804 le Code civil qui dit que les actionnaires, les associés de l'époque, ils vont profiter des bénéfices mais aussi des pertes. Aujourd'hui, l'école de Chicago est passée par là et par conséquent, l'idée que l'actionnaire doit être celui pour qui l'entreprise pense en priorité comment le mieux servir possible ne disparaît pas évidemment, que chaque entreprise a le souci de rémunérer le capital, de rémunérer son actionnaire, mais l'entreprise aujourd'hui est confrontée à une série de nouvelles questions qui sont des questions de société, qui sont des questions qui occupent l'entreprise dans la mondialisation d'aujourd'hui et qui fait qu'elle ne peut plus seulement penser à l'intérêt de son actionnaire en négligeant d'une certaine manière la question des impacts qui sont les siens sur les autres parties prenantes de l'entreprise. Les salariés, l'environnement, les fournisseurs et les sous-traitants, les actionnaires bien sûr. Donc l'entreprise est confrontée à ces nouveaux défis. Et quand on a écouté énormément de ces chefs d'entreprise à qui on disait « mais alors aujourd'hui c'est quoi votre rôle ?» Ils nous disaient « mais attendez, aujourd'hui on ne peut déjà plus ne penser qu'à notre actionnaire. Et peut-être même que la meilleure manière de bien rémunérer mon actionnaire, c'est d'être beaucoup plus attentif à mes autres parties prenantes. » Et ils nous disaient que lorsqu'ils travaillaient leur responsabilité sociale, ce n'était pas de la philanthropie. Ils se disaient que c'était parce qu'il y avait besoin d'attractivité de la marque, il y avait besoin de penser à sa réputation, il y avait besoin de changer de modèle économique parfois, penser à ceux qui travaillent dans l'énergie, il y avait besoin de l'innovation. Tout cela donc participe de l'intérêt de l'entreprise elle-même pour assurer sa survie. Et donc, confronté aussi au fait que, je ne vous apprends rien, la grande entreprise est confrontée à une certaine défiance. Je pense que ça ne touche pas que la grande entreprise, peut-être les médias un peu aussi. Et que par conséquent, l'idée de renouer la confiance, l'idée de créer les conditions de la modification de l'image de l'entreprise est venue. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de modifier le cœur de notre juridique, le Code civil, en disant que l'entreprise avait un intérêt social et qu'elle devait prendre en considération les intérêts sociaux, environnementaux de son activité. Et pour être plus explicite sur cette manière dont elle va le faire, on a lancé l'idée de, définissez votre raison d'être. Et donc, cette raison d'être, c'est elle qui va dire, voilà, moi, entreprise, j'ai telle activité, bien sûr,
Mais voilà comment je vais m'employer à définir ma stratégie, à définir mes décisions avec une certaine boussole, si vous voulez. Je veux nommer l'ambition qui est la mienne, l'ADN de mon entreprise, on pourrait parler de la carte d'identité, celle qui va m'aider, m'éclairer sur toutes les décisions que je vais prendre. Donc la raison d'être, ce n'est pas un slogan. La raison d'être, ce n'est pas un bouquin, ce n'est pas 10 pages pour expliquer ce que ça veut dire. C'est quelque chose de concis, mais de concis qui va éclairer et donc engager l'entreprise sur la manière dont elle va proposer les grandes lignes de force de la prise en compte des intérêts des parties prenantes qui sont les siennes. La raison d'être, ni un slogan, ni un credo, plus qu'une devise. Thierry Jadot, vous qui êtes en train de finaliser une étude justement sur les entreprises et les raisons d'être, à quoi ça ressemble aujourd'hui, une raison d'être, par exemple, d'une entreprise, et pourquoi c'est une nécessité ? C'est une nécessité parce que le monde a considérablement changé et que beaucoup d'entreprises se posent la question de leur pérennité et que le travail sur la raison d'être est un travail sur le long terme, c'est-à-dire c'est un travail non pas sur la satisfaction des ambitions économiques ou de rentabilité de court terme, mais elle s'inscrit dans une démarche de long terme. Les entreprises sont concurrencées, parfois elles ont perdu confiance en elles-mêmes, elles sont convaincues qu'une petite start-up qui émerge en Corée du Sud risque de les faire disparaître alors qu'elles ont 120 ans d'existence. Et le travail sur la raison d'être, c'est un travail sur la confiance en soi, sur la capacité par l'introspection d'aller se dire mais quelle est ma vision du monde ? Ma vision du monde, c'est quoi ? C'est le monde auquel je rêve. Et ma mission sur Terre, c'est en ça que c'est un combat, la raison d'être. C'est ma mission sur Terre, même pour une entreprise privée, c'est, si je pense à Carrefour, pensez à Carrefour parce qu'ils viennent de faire un travail assez considérable sur leur raison d'être. La raison d'être de Carrefour, c'est la transition alimentaire pour tous. Quand vous regardez ce qu'a été Carrefour, qui a été un grand distributeur, et que vous vous adressez à des talents qui ont une quête de sens. Ce n'est pas tout à fait pareil de se dire « je vais travailler pour un grand distributeur » que de travailler pour quelqu'un qui a envie de réussir la transition alimentaire pour tous. Et beaucoup d'entreprises sont en train de mener cette démarche. Alors pourquoi est-ce que ça s'accélère aujourd'hui ? Pour les raisons que j'ai évoquées, d'espérance de vie des entreprises qui n'a potentiellement jamais été aussi faible. C'est lié aussi aux impacts du monde numérique dans lequel nous vivons et qui impose une transparence, et cette transparence, elle impose derrière de la cohérence, c'est-à-dire que, c'est exactement ce que disait Nicole Notin à l'instant, c'est-à-dire c'est pas, et je suis communicant, donc c'est pas un slogan publicitaire, c'est pas de la com, souvent ça doit être inscrit avec des mots, et sans doute avec un manifesto derrière qui explique exactement de quoi il s'agit. Mais c'est, pour moi, le retour du temps long, le retour de la vision long terme, la mission que l'on se donne, et chaque entreprise et chaque média, puisqu'on est aussi là pour parler de médias, a vocation à avoir sa propre raison d'être, mais ça exige un travail en profondeur. Alors justement, pour parler de ce travail en profondeur avec vous, en quoi, notamment pour les médias, et notamment pour vous, Pierre Louette, qui est à la tête de deux principaux quotidiens en France, Le Parisien, Les Échos, en quoi une raison d'être, une question sur laquelle vous réfléchissez activement, ça n'est pas une ligne éditoriale? En quoi ça se différencie d'une ligne éditoriale? Vous avez raison, puisque a priori on se dit l'engagement pour un média, c'est d'être engagé à droite, à gauche, bon, sauf qu'on ne sait d'ailleurs plus très bien ce que ça veut dire maintenant, les catégories ayant été largement subverties. Et qu'aujourd'hui, l'engagement pour un média, c'est pas ça. Alors, je vais prendre l'exemple du groupe que je pilote, avec effectivement deux grands journaux, d'autres titres autour, mais deux grands journaux qui sont assez largement apolitiques. Les Échos, si on devait définir une de ses raisons d'être, c'est le journal des entreprises. Un journal qui aime les entreprises, qui aime parler des entreprises et qui considère que les entreprises sont pas la seule, mais une des principales sources de création de richesse dans le pays. Voilà, ça fait 110 ans que ça dure. Ça a été créé par des gens qui aimaient déjà l'entreprise. Et Le Parisien, il aime apporter à ses lecteurs des clés, des explications, des façons de décrypter l'actualité et aussi des façons d'agir. Alors on s'est posé la question, nous, puisque de savoir ce que pouvait être l'engagement pour le groupe, on s'est posé la question pour deux raisons.
D'abord, c'est qu'on a commencé à faire, dans notre pôle événements salon, puisqu'on fait beaucoup jusqu'à Vivatech, 200 événements par an, on en fait, on accompagne des marques qui veulent communiquer sur leur raison d'être et qui veulent communiquer sur leur engagement. La BNP, Paribas, par exemple. Bon. Et donc, on s'est dit, on va les accompagner, on va faire des choses avec eux, on va leur proposer des solutions, des rendez-vous, des événements, mais il ne faudrait pas qu'on nous demande à nous, tout d'un coup, et vous, alors, c'est quoi votre raison? On ne s'était pas interrogé vraiment là-dessus jusqu'alors. Et donc, on a trouvé, au fond, pour aller vite, deux façons de s'engager. Pour engager nos lectorats aussi, c'était ça la clé pour nous, c'est de se dire, on est dans une économie de la relation, il a été beaucoup question des plateformes antérieurement, mais on est dans une économie dans laquelle la relation fait tout, et donc on doit engager nos audiences, leur dire de venir, de revenir, d'être en lien avec nous. Et donc on a pris 2 décisions, on a engagé le groupe dans la bataille pour la planète, ce qui peut paraître à la fois très général, générique et généreux, aurait dit Edgar Morin, mais très, très vaste, mais surtout, il est vraiment grand temps de le faire. Et ce n'était pas tellement la posture des journaux. On parlait des sujets d'environnement, mais là, ce que j'ai proposé aux équipes, et elles l'ont vraiment, je pense, accepté et embrassé volontiers, c'est d'avoir une couverture très renforcée sur ces sujets-là, c'est-à-dire de renforcer dans tous nos titres, y compris dans Investir, qui a fait un classement des entreprises les plus vertes, ou en tout cas, disons, des entreprises cotées les plus vertes. Et puis, deuxième engagement, mais je pense que j'y reviendrai tout à l'heure aussi, un engagement pour la parité, parce que ça, c'était aussi pas tout à fait un combat gagné dans des rédactions. Ça veut dire un engagement qui se traduit dans des choix de traitement, mais aussi en interne. Alors exactement, dans les pratiques quotidiennes d'une entreprise de presse. Je pense que ce que Mme Notat et M. Jadot disaient, c'est que le sujet, c'est quand même d'être un reflet dans ce qu'on projette de ce que l'on est en interne. On ne peut pas avoir une espèce de disjonction complète entre ce qu'on raconte et puis ce qu'on est. Donc on a aussi engagé un bilan carbone d'un groupe de médias. Donc ça ne se faisait pas tellement avant. On regarde quelle est notre empreinte carbone. C'est pas facile parce que par exemple on n'a pas d'imprimerie à nous. Donc on demande à nos imprimeurs, et les encres que vous employez, ce sont des encres qui se dégradent aisément ou pas. Et ils nous disent on va essayer. On a fait des tests, ils ne sont pas concluants. Enfin on les pousse, on essaie, et ils sont engagés aussi dans ce sens-là. Les papiers de presse, ça fait longtemps qu'ils sont recyclés. Il y a beaucoup d'invendus dans les kiosques qui repartent, on les recycle. Mais il faut regarder tout. Et moi je pousse beaucoup aussi pour un combat qui est mené dans cette maison ronde aussi. J'ai vu sur les murs des affiches qui en sont la preuve, pour éviter la pollution liée à l'informatique, au fond. C'est-à-dire l'abondance de mails, les spams, le nombre de newsletters exacerbés qui servent à rien, mais qui sont quand même stockés dans des data centers qui ont une empreinte carbone importante. Donc on fait ça de façon très concrète pour se transformer et, encore une fois, s'engager dans le sens où je crois qu'on ne peut plus être juste des spectateurs, même pas tellement des spectateurs engagés, comme disait l'autre jadis, mais on doit descendre dans l'arène et montrer qu'on est aussi une partie de la solution. Je crois que ça sera bon aussi pour le contrat de lecture qu'on a avec nos lecteurs. Lucie Baudet, est-ce que pour un pure player comme Combini, est-ce que la question se pose, cette question de l'engagement finalement, est-ce qu'elle se pose tout à fait dans les mêmes termes? Alors, non. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend, d'accord. Non, bien sûr, ça ne se pose pas dans les mêmes termes pour plein de raisons. Déjà, effectivement, ce côté pure player fait qu'on a un petit peu moins de choses à corriger, qu'on a plus le nez dans le guidon sur les valeurs qui construisent notre audience et la société aujourd'hui. Donc je crois qu'on a un petit peu moins ce truc correctif de nous, tout de suite, quand on a eu nos gros bureaux, on a commencé à penser à trier, à machin, bidule. Enfin, on part pas d'un truc, on n'a pas un si grand passif en fait que certains grands médias. Donc on essaye d'être bons élèves tout de suite. Alors ça n'empêche pas que des fois on avance un peu trop vite et qu'il faut quand même mettre le pied sur le frein, regarder et se dire wow, on a oublié un truc, c'est possible. Mais en tout cas globalement ça, le côté pure player fait qu'on est vraiment complètement très très concentré en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une audience qui est complètement passionnée en fait par ces sujets d'évolution de la société, par ces sujets d'idées progressistes, et que notre audience et notre on va dire édito, nos journalistes en fait c'est les mêmes, ils ont le même âge, ils regardent les mêmes médias, les mêmes supports, ils consomment ça de la même façon et du coup il n'y a pas de filtre en fait, il n'y a pas de distance entre les attentes aujourd'hui de la société et nous en fait on est
constamment dedans. Donc je pense que ça vraiment, ça nous aide à essayer de construire bien. Après, ce qui est difficile, c'est plutôt l'idée de créer une marque dans un univers média, où peut-être qu'au début on se dit qu'il n'y a pas vraiment de sens à avoir, il n'y a pas vraiment de raison d'être, à avoir des nouveaux supports. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à imposer, parce que si on n'a pas de raison d'être là, personne n'arrive à travailler dans la bonne direction. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on doit être concentré, et qu'on doit être clair à l'égard, en tout cas, de nos équipes, et qu'on doit être tous d'accord et qu'on avance tous dans la même direction. Et la raison d'être de Combini aujourd'hui, même si elle est un peu plus évidente aujourd'hui qu'il y a 5 ou 7 ans, c'est vraiment d'essayer d'innover dans un environnement qui était pas tellement à l'image en fait de l'audience qu'on adresse, et pas tellement à l'image des journalistes qui écrivent chez Combini ou qui interrogent ou qui parlent chez Combini. Et donc nous, on a essayé vraiment de concevoir cet environnement. Et en fait, on a essayé vraiment d'innover dans l'environnement des médias. Et ça crée plein de choses un petit peu complexes. Donc, il faut qu'on ait effectivement des valeurs, mais une fois encore, les valeurs sont celles de notre audience. Il faut qu'on ait des leviers de différenciation, parce que sinon, on ne sert à rien. Les leviers de différenciation vont être le travail créatif qu'on apporte. Ça va être la passion aussi, et le support dont on va essayer de faire preuve quand on va aborder des sujets. Quand on a commencé, on a parlé beaucoup de culture et on a vraiment supporté toute une scène qui était assez peu visible à l'époque dans les médias traditionnels, et on a pesé de tout notre poids à leur côté pour les rendre visibles et les renforcer. Et tout ça a évolué avec les années sur peser de tout notre poids maintenant sur des questions plus sociales ou environnementales, ou sur des questions qui comptent pour cette audience. Voilà. La raison d'être, c'est une façon pour les médias d'affirmer leur identité dans un monde beaucoup plus concurrentiel, d'autres médias, des réseaux sociaux également. En quoi, aujourd'hui, l'affirmation de cette identité, elle est un biais? On a vu que c'était une raison d'agir, mais en quoi elle peut être un moyen de lutter, de contrer la défiance dont les médias font l'objet aujourd'hui? Je m'adresse à vous quatre, à vous Thierry Jadot. Je disais tout à l'heure que la raison d'être, c'est un combat. Et chaque média doit mener ce combat. J'ai quelques exemples, j'en citais 2 en tête, qui est Le Guardian. Le Guardian, entre 2015 et 2016, il perdait 57 millions de livres. Et puis, il a entamé sa transformation, transformation autour de sa raison d'être. Il est tombé sur quelque chose, alors je ne sais pas si en français ça signifie quelque chose d'aussi puissant qu'en anglais, mais il dit « Nous, notre mission sur Terre, c'est de partager les valeurs progressistes. » Et partager les valeurs progressistes, ça signifie derrière que je ne peux pas aller avec les paywalls, c'est-à-dire je suis contraint, si je veux vraiment le partager, que l'accès à mon information, l'accès à la gratuité, l'accès à l'information soit gratuite. Résultat des courses en 2019, eh bien, l'accès à l'information est gratuite sur The Guardian, mais ils ont fait appel à un certain nombre d'abonnés premium et à des donateurs. Ils sont 655 000. Et pour la première fois depuis des années, le Guardian, il est à l'équilibre. Eh bien, ça, c'est un vrai travail qui a été mené sur la raison d'être, qui derrière a des impacts très significatifs, parce que ça embarque l'ensemble des publics du média, c'est-à-dire son lectorat, ses collaborateurs, ses journalistes, les publicitaires, etc., etc. C'est une véritable transformation. Le Washington Post a fait exactement le même travail en partant du constat que sa vision du monde, et je trouve qu'en anglais ça le dit bien, sa vision du monde, c'est que democracy dies in darkness. Eh bien, un magazine et un journal, un groupe média qui a cette vision du monde, derrière, il se construit une raison d'être en disant « Moi, mon job sur Terre, ma mission sur Terre, c'est de faire en sorte d'apporter la lumière à travers cet éclairage qui est le véritable métier des journalistes. » Alors, la concurrence aujourd'hui, c'est la concurrence, bien entendu, des réseaux sociaux, c'est la concurrence de chacun d'entre nous qui s'estime être un journaliste et de poster n'importe quoi sur n'importe quelle plateforme, c'est un certain nombre de médias qui pensent qu'en repeignant un studio en jaune et on devient réseau social et qu'on fait son métier de journaliste. La chance
de ce travail sur la raison d'être, c'est que ça oblige finalement les rédactions, les journalistes à être encore plus journalistes qu'ils ne l'ont jamais été, parce qu'ils ont cette mission non seulement d'éclairage, non seulement d'authenticité, non seulement de diversité, mais aussi cette mission de rendre la démocratie la plus réelle possible et sur tout le territoire français dès lors qu'on parle de la France. Pierre Louette, on vous voit acquiescer, être encore plus journaliste. Est-ce que ça passe aussi par une implication plus grande de ses lecteurs ou de ses auditeurs ? Non, mais Thierry a raison de souligner l'implication totale qui doit être celle des rédactions, avec une envie de contribuer, d'avoir un message. En fait, c'est pas un produit tout à fait particulier. C'est pour ça aussi qu'on se bat autant parfois quand on a peur qu'ils disparaissent, quand on a peur qu'ils soient écrasés, ou quand tu disais la démocratie meurt dans la pénombre. Nous, on a des études très précises qui montrent qu'aux États-Unis, par exemple, là où énormément de journaux locaux ont disparu, eh bien, l'implication électorale a énormément baissé. Beaucoup moins de gens vont voter. Et quand on ne va pas voter, on ne peut pas être pleinement responsable de ce qui se passe dans le résultat des élections. On n'est pas associé parce qu'on est désintéressé, on n'est plus intéressé. Donc nous, on a cet engagement pour mon groupe qui n'est pas exactement, je veux dire, politique, mais qui est de donner des clés, de donner du décryptage et de permettre à chacun de bien comprendre, de bien lire le monde dans lequel il est. Quand on parlait tout à l'heure de tout ce qui est autour de la planète aussi, le Parisien s'est fait une sorte de spécialité depuis maintenant plusieurs mois, enfin depuis des années, et ça s'est renforcé ces derniers temps, de tout ce qui est le locavore, par exemple. Locavore en région parisienne, on en parle, mais où trouver vraiment des produits, où trouver des produits de fermes parisiennes, de fermes d'Île-de-France, enfin, où trouver des façons très, au fond, de proximité, d'avoir des gestes qui, tous mis bout à bout, vont contribuer à épargner telle ou telle consommation de carbonée dans l'Île-de-France. Bon, ça paraît simple, ça se faisait un peu avant, ça se fait de façon résolue maintenant. On a fait un festival récemment, Paris Paradis, où il y avait des stands aussi de produits de cette nature-là. Donc voilà, beaucoup de petits pas et cette volonté d'être engagé, encore une fois, aux côtés de nos lecteurs dans ce qu'ils vivent, en donnant des clés, en donnant du décryptage. Je pense que c'est vraiment le rôle des médias de plus en plus et effectivement une raison d'être qui naît aussi de l'attente du public. Il y a l'idée de fournir aussi un journalisme d'engagement au sens où il n'est pas politique, pas partisan, de fournir un journalisme de solution. Lucie Bedet, chez Combini, vous travaillez sur un système de microdons qui correspond tout à fait à cet engagement très pratique, très réel. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement à quoi ça correspond ? En fait, l'année passée, notre journaliste était allé au Congo et on avait constaté effectivement une famine. On avait ramené des images un petit peu, très flippantes. Et globalement, on s'était dit qu'on ne pouvait pas rien faire et juste montrer des images comme ça parce que je pense qu'on a d'autres moyens en fait maintenant pour aller plus loin. Et donc, on s'est rapproché d'Action contre la faim et on a fait cette levée de fonds. Et ça nous avait assez impressionnés de se dire que notre audience était quand même hyper généreuse, quoi. Pour nous, on s'est retrouvés face à un espèce de truc héroïque qui venait pas de nous. Et plein de petits dons ont fini par cumuler 500 000 euros et donc un plan d'accompagnement de centres de santé là-bas. Et on s'est dit que c'était déjà, ne serait-ce que pour le journaliste, c'est un peu mieux de se dire je ramène des images qui m'ont perturbée, mais je sais que je vais avoir un impact. Et on a travaillé donc à un système de microdonation qu'on va lancer en décembre, qui va nous permettre d'accompagner en fait maintenant ce qu'on raconte, ce qu'on rapporte, les images qu'on montre, qu'on va chercher. De les accompagner de possibilités d'agir. Alors, ça va commencer avec un système de microdonation, mais c'est vrai que par moment, en fait, on se rend compte que dans les commentaires, les gens disent « bah oui, mais moi, j'aimerais bien participer », des demandes de bénévolat, en fait. Et ça, c'est clairement quelque chose qui va dans la super bonne direction, pour moi, en tout cas, de notre rapport. De l'engagement pratique qui produit des résultats. On peut aussi légitimement tous ici s'interroger, se dire une raison d'être et finalement, so what ? Les plus gros pollueurs sont aussi devenus pour certains des maîtres du greenwashing. En quoi ça va plus loin, Nicole Notat, qu'une simple déclaration d'intention, la raison d'être ?
Si c'est qu'une déclaration d'intention ou si c'est une promesse mensongère, je déconseille fortement à qui que ce soit de s'engager dans cette voie, parce que le risque est beaucoup plus fort en termes de controverses, voire de contentieux juridiques. Les entreprises aujourd'hui sont sous le feu des projecteurs en permanence. Donc, la raison pour laquelle, ou pour éviter justement qu'il y ait ce risque en question, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez par rapport au Guardian, sur son concept de progressisme. Ça, je dirais, c'est génial de faire à la fois cette annonce et en même temps qu'il a changé, en fait, si je comprends bien, un modèle économique. Et c'est beaucoup d'entreprises et peut-être même d'organes de presse qui sont confrontés à ça aujourd'hui, soit pour reconquérir un lectorat, soit pour reconquérir une audience. Donc il y a un enjeu économique, un enjeu, et il faut le prendre en considération bien sûr, mais derrière, une fois que je sais le cap que je veux me donner, ce à quoi je veux ressembler, ce qui fait que mon ambition est celle-là dans le métier qui est le mien, ce qui peut éviter que vous soyez sous le feu des projecteurs de manière négative, c'est la cohérence avec laquelle vous allez être capable d'expliquer que vos pratiques de journaliste, par exemple, si je suis derrière une logique de progressisme, ça veut dire quoi en termes d'information? Ça veut dire quoi sur la question du pluralisme? On parle de tout, on décrypte comment? Ça veut dire que ce cap-là, cette boussole, elle devrait normalement irriguer des pratiques de telle manière que l'on reconnaisse un média et des journalistes qui sont avec cette boussole par rapport à d'autres qui sont sur une autre boussole. Donc l'enjeu, c'est vraiment la cohérence. Elle s'impose. La cohérence qui s'impose. Et derrière ça, il y a aussi vite l'évaluation, c'est-à-dire des gens qui vont à un moment donné... c'est notre métier que de le faire pour des entreprises cotées, mais je suis sûre que ce genre de choses va se développer. Dès que les entreprises vont annoncer un certain nombre d'ambitions, etc., ceux qui vont être attentifs au fait de savoir si c'est simplement un slogan publicitaire ou si vraiment ça s'enracine dans les pratiques, je peux vous dire qu'ils vont faire leur job. Thierry Jadot. Non, je voulais juste rajouter une chose parce que c'est la force du rapport Nota-Sénar, c'est le fait de publiciser la raison d'être dans les statuts de l'entreprise et au-delà. Donc c'est comme si un pays, c'est comme la constitution d'un pays, et je crois qu'à un moment vous dites c'est la devise nationale. Et le fait de le publiciser rend comptable l'entreprise de cette démarche. Mais attention, je voudrais juste préciser deux choses. La raison d'être, c'est pas la politique RSE, c'est des choses différentes. Parce que la politique, absolument, parce que la politique RSE, c'était, moi je suis une entreprise et puis je fais des choses plus ou moins propres et je me crée des démarches RSE pour corriger d'une certaine façon ce que je faisais pas très bien. Là, la raison d'être, c'est beaucoup plus transformationnel. C'est vraiment ma vision du monde et comment j'atteins ce monde idéal. Sauf que c'est une démarche de long terme. Et les entreprises, vous parliez des entreprises qui polluent, etc. Si je prends un pétrolier, eh bien, je l'ai noté parce que c'est intéressant. Total, par exemple, Total, c'est fournir, sa raison d'être, c'est fournir de l'énergie au plus grand nombre, au coût le plus bas possible et en étant le plus propre possible. Et donc ça, c'est une ambition extrêmement forte pour un groupe comme Total et qui se projette dans l'avenir d'un groupe qui pollue moins qu'avant et qui vient de l'univers du monde pétrolier. Et donc c'est toute cette démarche qui embarque tous les acteurs de l'entreprise et qui doit être suivie par des critères, par des enquêtes et par cette publication, publication dans les contenus pour assurer cette cohérence, parce que, ce que je disais tout à l'heure, la transparence exige la cohérence. On comprend bien qu'il y a donc un risque de réputation, un risque d'être jugé pour les entreprises et en particulier pour les médias sur cette raison d'être qu'ils mettent en avant. Pierre-Louette, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que c'est bien raisonnable pour un média de se doter d'une raison d'être ? Ah oui, c'est raisonnable et je pense que c'est vraiment même indispensable maintenant. C'est nécessaire. Là aussi, on ne voit pas comment les médias pourraient raconter cette transformation en cours et dont Mme Nota disait à quel point elle était globale, holistique et il fallait que ce soit un engagement complet.
comment on pourrait raconter ça en restant un peu au bord du chemin, en disant, quant à nous, on n'a pas spécialement défini de raison d'être, on n'a pas défini de, comment on dit, de purpose. Bon, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui essaient de trouver déjà un slogan. Un slogan, c'est, encore une fois, on l'a dit, ça n'est pas une raison d'être. Ça n'est pas. Il faut interroger, il faut aller un peu plus en profondeur. C'est pas que la RSE, mais il y a la RSE dedans. Enfin, c'est inclusif, ça englobe bien des démarches. Je crois aussi, tout simplement, que ça correspond à un moment, disons, dans nos sociétés, dans lesquelles les consommateurs, les citoyens ont envie d'un peu un supplément d'explication. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, madame, au début, moi j'avais été frappé par ça aussi quand on faisait des études de droit il y a longtemps. On voyait la définition effectivement de la société, c'était un endroit où des associés se répartissent des profits. Bon, c'est vrai que parfois il n'y a pas de profit d'ailleurs, mais c'est un petit peu limité quoi, dans son champ. Et là, il y a une inclusion de bien d'autres dimensions qui auraient mérité d'être incluses un peu plus tôt, probablement. Je voulais aussi dire que certainement tout ce qui est greenwashing, le remède sera pire que le mal. Parce que là aussi, les journaux et les rédactions vont passer du temps à décrypter ce qui est sincère, pas sincère, ce qui est insincère. Et puis, je crois qu'on n'est qu'au début du mouvement. On va avoir de plus en plus aussi des catégories d'investisseurs, c'est déjà le cas, hein, mais c'est parti, voilà, on est déjà embarqué, mais ça va encore s'accentuer, qui diront, je veux bien avoir des actions, mais de quelle société parle-t-on? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son empreinte? Comment se comporte-t-elle? Après tout, il est temps. On aura très probablement l'occasion, dans d'autres sessions de Médias en scène à l'avenir, de reparler cette notion de raison d'être. Merci à vous quatre, merci à vous tous. Merci. Et je vous laisse avec David Doba. Merci beaucoup à Nicole Notat, à Lucie Baudet, à Thierry Jadot et à Pierre Louette, sans oublier donc évidemment Isabelle Chailloux. Vaste sujet. Vous avez en tout cas entre les mains maintenant quelques éléments de réponse sur la raison d'être des médias.